Cours de sciences sociales. Aujourd'hui, les partis politiques. La définition d'un parti politique dépend du régime politique dans lequel il s'inscrit. Dans un régime politique démocratique et pluraliste, un parti politique est une structure stable qui a pour objectif l'exercice du pouvoir en se fondant sur une idéologie et des modalités d'action clairement définies. Il paraît évident que la première fonction des partis politiques est une finalité électorale, c'est-à-dire qu'ils vont se présenter à différents scrutins en vue d'obtenir le plus de suffrages de la part d'électeurs. Évidemment, certaines listes et certains partis ne se présentent qu'à certains types d'élections. Mais à côté de cette évidence, d'autres fonctions sont remplies par les partis politiques. Tout d'abord, ce sont des centres de compétences. Exercer le pouvoir, qui plus est dans nos sociétés complexes, est parfois très difficile. Dès lors, il faut se baser sur des équipes d'experts qui sont animés par la même volonté de réussir au sein de ce parti à imposer une vision de la société et certaines solutions. À côté de ce centre de compétences très pratique, le parti politique est aussi un centre d'études, un laboratoire d'idées. D'ailleurs, tous les grands partis en Belgique s'appuient sur un département propre qui vise à vraiment faire fonctionner la machine idéologique du parti. Pour le Parti socialiste, on citera l'Institut Émile van der Velde, et pour le mouvement réformateur, autrement dit le MR, c'est l'Institut Jean Gol qui se charge ici d'élaborer différentes idées. Bien sûr, les autres partis ont également leur structure et parfois on va voir émerger certaines initiatives comme des universités d'été ou des universités populaires qui permettent à chacun, à chaque électeur, à chaque sympathisant du parti ou chaque membre du parti d'apporter sa petite pierre à l'édifice idéologique de la structure. Le parti politique est aussi un aiguillon idéologique et identitaire, c'est-à-dire que certaines personnes vont définir leur propre identité par rapport à leur positionnement politique, par rapport à un parti ou par rapport à un autre. Ça peut être une adhésion positive, c'est-à-dire que quelqu'un va se revendiquer d'un parti. Ah, moi j'ai toujours voté pour ce parti-là, ils partagent mes idées. Ce qui est assez cocasse, c'est que quand on compare parfois la déclaration d'un individu par rapport aux idées ou aux solutions qu'il préconise, on va voir qu'il y aura un décalage entre le parti qu'il soutient et le parti qui soutient les idées qu'il défend. Ça peut être aussi un choix par défaut, puisqu'on pourrait dire, comme c'est parfois le cas en France, moi je ne voterai jamais pour un parti d'extrême droite, et en ce sens, on se définit comme démocrate ou en tout cas en opposition avec ce type de parti. Enfin, le parti politique est aussi une structure de sélection du personnel politique, c'est-à-dire que si à un certain moment vous voulez être élu à certains niveaux de pouvoir, il vous faudra d'abord escalader, gravir les différents échelons d'un parti politique. Il est en effet très difficile de créer un nouveau parti et de se faire élire dans ce parti. Une petite parenthèse qui nous permettra d'aller plus loin. Dans un régime démocratique, le pouvoir est structuré de cette manière, c'est-à-dire qu'on a le peuple qui va élire des représentants au sein d'un pouvoir législatif. Ce pouvoir législatif va lui-même choisir et contrôler un pouvoir exécutif. Ces deux pouvoirs sont eux-mêmes, leur action est elle-même complétée par un troisième pouvoir, le pouvoir judiciaire, totalement indépendant des deux premiers. Dans nos démocraties, il y a certaines dérives, comme la particratie. La particratie, si vous vous référez au slide précédent, ben c'est vraiment un déplacement du pouvoir législatif vers les partis. C'est-à-dire que les assemblées législatives, les parlements, vont perdre au fil du temps un petit peu de leur influence et de leur pouvoir au détriment des partis. Ce sont les partis vraiment qui vont donner le là de la politique du moment, qui vont choisir les individus à placer sur les listes et qui vont finalement noyauter véritablement les arcanes du pouvoir. Évidemment, il y a d'autres dérives qu'on peut connaître au sein de différents partis. D'abord, l'apparition d'une caste. Si vous suivez parfois les débats télévisés en France, vous verrez que parfois on parle de la gauche caviar, voilà, de cette gauche du Parti socialiste
proche de François Hollande, qui est déconnecté des réalités. Donc le parti en lui-même, s'il fonctionne trop en autarcie, s'il fonctionne trop sur lui-même, sans regarder ce qui se passe dans la société réelle, ben, va être apparenté à une caste. Aussi, nous avons la possibilité de voir apparaître des dérives clientélistes, c'est-à-dire qu'il faudra à ce moment-là adhérer au parti pour pouvoir avoir accès à certains privilèges ou en tout cas à certains services qui ne devraient pas être réservés aux seuls membres du parti. On parle par exemple de logements sociaux qui ne seront attribués qu'aux candidats d'un certain parti ou certaines fonctions dans des administrations qui ne seront attribuées qu'aux membres d'un certain parti. Évidemment, si on pense aux affaires qui ont touché évidemment le PS, aucun parti n'est exempt de ces différentes dérives. Lorsqu'on parle de politique, on en revient toujours au clivage gauche-droite, qui permet vraiment de structurer l'offre politique. Un parti de gauche, au niveau économique, voudra une intervention plus importante de l'État qu'un parti de droite voudra que l'État s'efface à certains moments pour laisser la place au marché et à l'initiative privée. Au niveau social, un parti de gauche soutiendra la solidarité, le partage, l'égalité, c'est-à-dire qu'il y aura une redistribution des ressources qui permettra à chacun d'avoir une égalité, ne fût-ce que des chances pour mener sa vie. À droite, on privilégiera la liberté et la responsabilité de chacun. La préférence à gauche va pour des mécanismes universels, c'est-à-dire qu'on voudra toujours dépasser les nationalismes et les patriotismes pour aller vraiment vers un universalisme. À droite, il y aura toujours un esprit beaucoup plus patriote chez certains partis de droite. Enfin, d'un niveau sociétal, pour certains thèmes de société, comme par exemple l'euthanasie, le mariage de couples homosexuels, on sera toujours beaucoup plus progressif à gauche, progressiste, pardon, à gauche qu'à droite, où là, certains partis, en tout cas, seront conservateurs sur ces questions éthiques. Bien sûr, ce clivage gauche-droite est un modèle simpliste qui se pose sur une réalité complexe. Il y a beaucoup de combinaisons possibles. On peut avoir des partis qui sont très à droite économiquement, mais finalement très progressistes sur leur ligne éthique, sur les questions, par exemple, l'euthanasie ou le mariage pour tous. Il y a bien sûr différents courants au sein des partis. Si on prend l'exemple d'un parti comme le MR, il y a des personnalités qui se considèrent plus libérales mais très progressistes, tandis que d'autres, comme par exemple la ligne Alain de Stex, voire de Denis Ducarme, de Jacqueline Galland, sur certains thèmes comme l'immigration, vont être beaucoup plus durs. Évidemment, ce que disent les partis, c'est la théorie, et dans la pratique, ils ont parfois une politique qui est bien plus différente que ce qu'ils avouent. On va prendre le cas par exemple du PS, qui dans le gouvernement fédéral précédent, même s'il a parfois un programme très progressiste et très à gauche, mais finalement va mener, pour différentes raisons évidemment, une politique plus à droite qu'elle ne devrait l'être si le parti suivait son programme. Aussi, on a dans de nombreux pays, surtout là où le scrutin le permet, des partis centristes qui vont faire un petit peu le mix entre les deux. En Belgique, évidemment, le parti qui est au centre, c'est le CDH, parti qui est à gauche économiquement, enfin plus à gauche, au centre-gauche au niveau économique, mais qui sur des questions sociétales va être au centre droit. Enfin, il y a ici une simplification de ce clivage gauche-droite, mais il y a bien sûr l'extrême gauche et l'extrême droite. L'extrême gauche qui veut un tout à l'État, c'est-à-dire que l'initiative privée soit réduite à sa plus simple expression, et vraiment une égalité au point de vue des chances, donc c'est-à-dire une taxation, une imposition plus importante, pour une redistribution plus importante, pour que chacun soit égaux, qu'il y ait le minimum d'inégalité. L'extrême droite, quant à elle, privilégiera toujours les nationaux par rapport aux étrangers, que ce soit des produits étrangers, et va être très ferme évidemment sur les questions d'immigration, très autoritaire aussi dans sa conception du pouvoir et dans son exercice du pouvoir.
Maintenant, à l'heure actuelle, on a l'apparition de populismes qui font un petit peu leur marché dans des idées de gauche et de droite. On aura l'extrême droite française avec le virage Marine Le Pen qui va actuellement piocher certaines idées à l'extrême gauche et donc il est très difficile maintenant de classer certains populismes modernes qui sont extrémistes mais qui empruntent à la fois à l'extrême droite traditionnelle et à l'extrême gauche traditionnelle. Voilà, cet exposé est ici terminé. Il était sans doute très dense et assez complexe. N'hésitez pas à poser vos questions au prochain cours pour éclaircir ces différents points et nous nous retrouvons tout de suite dans le petit quiz. À bientôt!